on va dire spontanément, c'est le petit commerce de proximité. Mais ce ne serait pas suffisant parce que le lolo, en fait, remonte depuis du temps de l'habitation, depuis du temps de la colonisation de la Guadeloupe. Le lolo commence, si vous voulez, avec le magasin de l'habitation. Vous savez, le maître avait pour autorité, pour obligation, de nourrir les esclaves. Et donc, d'ailleurs, dans l'article 22 du Code noir, on vous dit qu'il devait lui donner une ration de 2,5 pots de farine de manioc ou de cassave et lui donner 2 parts de poisson salé, en fait de la morue ou du bœuf salé. Donc, cette distribution se faisait par le maître, en général par un esclave âgé, sur l'habitation, dans le magasin de l'habitation. Mais le lolo, c'est plus que ça. Le lolo, c'est aussi le jardin qui se trouve autour de l'habitation et je vais vous expliquer. En fait, à un moment, on permet aux esclaves d'avoir un jardin en complément de l'alimentation. Et ce jardin leur permet en fait effectivement de pouvoir manger et de pouvoir diversifier leur alimentation. Il y a qu'à un moment, on va échanger le troc. Toi, tu fais du coco, celui-là fait des petits concombres, l'autre fait de la mangue. On va s'échanger, on va se partager. Et progressivement, ces gens commencent à s'installer. Alors, comment on s'installe? On met un tabouret devant la maison et on dépose dessus un trait. Donc, on commence à se sédentariser. Auparavant, on avait pris le panier et on passait dans les rues, mani coco au sol, mani fouillapin. Donc, cette méthode progressive, les gens vont commencer à s'installer. Et en s'installant, eh bien, je vais commencer. Vous savez que la Caraïbe n'est pas fermée. Quand je vous ai dit tout à l'heure, un trait, c'est un plateau en bois qu'on trouve dans les autres pays de la Caraïbe. Et le panier en osier, c'est un panier qu'on trouve dans toute la Caraïbe. Nous nous déplaçons dans la Caraïbe dans cette période et bien sûr nous échangeons. Alors de la même manière que je vais partir pour vendre certaines choses dans la Caraïbe, mais je vais aussi revenir avec du Bérom de Dominique, je vais aussi revenir avec du Vix d'une autre région. Et progressivement, on va s'installer dans une chambre de la maison. C'est pourquoi en général, vous trouvez la plupart des lolos sont dans des maisons en bois et on prenait donc une pièce de cette maison. Progressivement, à fur et à mesure que je vais vendre, je vais acheter, je vais m'approvisionner, je vais approvisionner mon point de vente pour pouvoir avoir un assortiment assez large. Donc le lolo progressivement prend forme ainsi. Le lolo, ce n'est pas seulement un espace. Le lolo, c'est un lieu de rencontre. Le lolo, je dis souvent, c'est l'âme de la Guadeloupe. S'il n'y avait pas eu de lolo, il n'y avait pas eu de jardin. Quand on a donné aux esclaves la possibilité d'avoir ce petit lopin de terre et de pouvoir le cultiver, on a mis les gens au travail, mais en même temps, on leur a permis de manger différemment. On leur a permis de diversifier leur alimentation. Alors, on me dit pourquoi lolo? Eh bien, tout simplement, au départ, il n'y a pas d'argent. Donc, on commence par faire des équivalences. Je pense qu'il faut 3 mangues pour un lot de pois. Je pense qu'il faut un igname de 1 kg pour 2 kg d'orange, hein, par exemple pour 6-7 oranges. Donc c'est d'abord des équivalences. Et pour faire ces équivalences, on va les mettre en lot. Vous voyez encore aujourd'hui, on vend le gombo en lot, on vend les pois en lot, on vend les petits concombres en lot. Vous allez voir à certains endroits, on va les mettre dans les sachets. Mais on vend d'abord ces produits-là en lot. La notion de développement durable, vous voyez aujourd'hui tout le monde en parle. Il faut préserver la planète pour les générations futures et il faut surtout faire en sorte que on puisse trouver demain les ressources naturelles. Je disais dans la notion de développement durable, avant quand vous alliez au lolo, vous alliez avec vos contenants. Vous partiez avec votre bouteille, on vous le remplissait en pétrole. Vous alliez avec votre bouteille, on vous donnait la portion en huile, en gaz, en pétrole. Vous alliez avec votre cuit pour tout ce qui était viande salée. Vous alliez avec votre cuit pour le riz, pour tout ce qui était sec. Donc, on avait bien compris, bien avant nous, c'est nous en fait qui perturbons la nature. Les anciens avaient compris qu'il était important qu'on puisse préserver la nature et de réduire en fait et les déchets et les dépenses, puisque quand chaque fois que nous payons un
un sachet, il n'est pas gratuit. La pochette n'est pas gratuite, le fournisseur nous le fait payer. Donc c'est aussi une manière de réduire sur les coûts, une manière d'utiliser le cuir, c'est quoi? C'est une demi-calebasse. Hein. Le panier, ce sont des lianes d'ici qu'on utilise pour pouvoir les construire, pour pouvoir les concevoir. Donc c'est une manière également d'utiliser des matières locales à des fins économiques. Alors, comment les jeunes peuvent s'en inspirer? Bien sûr, on ne pourra pas présenter le lolo tel qu'il a été. Par contre, le lolo a tout son sens et toute sa nécessité d'être encore aujourd'hui. Nous avons une population qui est vieillissante, nous avons des embouteillages, nous avons des problèmes d'énergie, nous avons des problèmes de pollution. On est amené à se déplacer moins, donc le lolo a sa place dans le quartier. Seulement, il faudra le rénover, il faudra tenir compte des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Il faudra tenir compte des paiements par carte bancaire. On n'a pas besoin du carnet, mais quand j'ai ma carte bancaire, je peux comment je vais dire, j'ai une carte bancaire où je mets du crédit. Et donc, quand je mets mon crédit, je sais que j'ai pour 20 € de crédit, je vais acheter à hauteur de 20 crédits. Ou la deuxième possibilité, j'ai ma carte bancaire et j'achète directement qui est débitée à la fin du mois. Donc, il y a quelque chose à faire dans cette rénovation, dans cette reconstruction, de manière à ce que le lolo puisse s'imprégner et s'impliquer et s'intégrer dans le milieu là où il se trouve. Proche d'une école, ce ne sera pas la même chose qu'un lolo en bord de mer, ne sera pas la même chose qu'un lolo dans un quartier résidentiel. Donc, le lolo a encore sa place dans le cadre du développement local, dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes. Lolo, c'est ça qui fait moi. Toto, vin van. Toto, vin van. Moi, il vient en lolo à mon fanfan. Donc l'histoire de ces lolos est viscéralement, je dirais intrinsèquement liée à la culture et à l'histoire guadeloupéenne. Et quelque part, eh bien, on sait que ces commerces donc, de proximité, hein, donc le concept à l'époque n'existait pas, font partie véritablement de notre spécificité culturelle, locale et même environnementale. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce commerce donc, de proximité est particulièrement important pour nous, puisque à l'époque, hein, souvenez-vous, eh bien, les salaires dans l'agriculture hein, touchaient la quinzaine, n'étaient pas très élevés. Et les gens, finalement, eh bien, utilisaient ces petits lolos pour pouvoir faire leurs emplettes, pour pouvoir faire le crédit. Hein. Donc, c'est le premier endroit où le crédit, on pouvait avoir la possibilité de faire du crédit. Donc, autrefois, les gens venaient avec cahier, hein, donc les propriétaires de ces lolos, et puis pouvaient octroyer donc, des crédits à leurs clients d'habitude. C'est un lieu aussi de vie, c'est un lieu social, c'est un lieu de rencontre également, hein, puisque dans les petits lolos, il y avait toujours un endroit où on pouvait se retrouver entre amis, hein, j'ai même envie de dire prendre un peu d'alcool, boire un peu d'alcool, mais également c'était un espace où on s'amusait, il y avait toujours un jeu de domino. C'est là où la vie politique également se faisait, hein, que d'hommes politiques finalement sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce à cette proximité, grâce à ce phénomène que représentent donc les lolos. Donc il y avait toute une vie culturelle et on a pensé quand on a vu apparaître les premiers supermarchés que finalement ça allait disparaître. Eh bien loin de là, le petit lolo a continué à perdurer. Et quelque part, eh bien, ce petit lolo sert de lien culturel, de lien social très fort. Et il va se poser également un problème donc, de la transmission. Comment transmettre ce patrimoine? Comment faire que ce patrimoine qui est, je dirais, intrinsèquement nous, en Guadeloupe, ne puisse disparaître de façon inéluctable? Et je pense que là, il y a un travail, puisque beaucoup de propriétaires donc, de lolo, hein, que ce soit sur les grands fonds, mais dans toute la Guadeloupe, hein, sont en train de vieillir. Il y a un problème donc, de relève. Et là, je crois que là, il y a un travail, effectivement, donc, de transmission de ce type de structure aux générations futures, aux jeunes, d'accord, qui veulent prendre le relais, aux enfants de ces propriétaires de lolo, qui, des fois, bien, rechignent un peu, hein, quelque part, à reprendre le relais, hein, parce qu'il faut savoir quand même que ce n'est pas une activité de tout repos. Hein. Donc le lolo, bon, est ouvert pratiquement tout le temps.
il n'y a pas d'horaire, hein, donc vous avez des contraintes très fortes. C'est pas du salariat, d'accord. Et quelque part, je dis que là, il y a des opportunités réelles pour nombre de jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer dans le tissu économique traditionnel guadeloupéen. Alors, du point de vue économique, cette valeur ajoutée, bon, je ne l'ai pas... Parce que quand on parle de valeur économique, il faut des chiffres, hein, il faut des données chiffrées. C'est difficile de pouvoir l'estimer. Ceci étant dit, on peut considérer le Petit Lolo comme, de façon empirique, hein, comme une nurserie d'entreprise. Et je sais qu'en Guadeloupe, beaucoup de structures qui aujourd'hui ont pignon sur rue ont été à un moment donné de leur histoire des lolos. Donc on va glisser progressivement de l'informel vers le formel. Et beaucoup de ces petites structures sont devenues maintenant de grosses structures avec des enseignes donc qui se rapprochent un peu des standards en la matière. Donc on peut dire que ça a été quand même une pouponnière d'entreprise. Alors je n'ai pas de chiffres malheureusement puisqu'il n'y a pas beaucoup d'études menées sur ce type d'activité. Je suis à peu près sûr que si on analyse un peu les entreprises qui ont... Parce que vous savez que quand on crée une entreprise, il y a un taux de mortalité quand même important. Hein, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à fêter leur 5e année d'anniversaire. Et justement, on constate que beaucoup d'entreprises qui résistent finalement qui résistent en fait à la mort et qui perdurent au bout de 5 ans sont en général donc des entreprises qui ont eu une phase lolo, hein, ils se sont comment dirais-je, ils ont affûté leurs armes là en matière donc de développement et ils ont eu un portefeuille clientèle non négligeable. Et beaucoup de lolos sont en cours de reconversion. Ils deviennent maintenant eh bien, des structures quasi modernes avec des caisses enregistreuses où on élimine carrément le cahier hein, qui servait donc de base, où on élimine également quelque chose qui était très fort, hein, c'est le commerce de détail. C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent pour acheter une boîte d'allumettes, mais je peux payer 2-3 allumettes. Je n'ai pas d'argent pour acheter... Donc vous voyez, et ça, je crois que c'était quelque chose qui était très très fort et qui trouve ses origines, à mon avis, dans notre histoire, qui est une histoire post-esclavagiste. Et à mon avis, donc, le Petit Lolo a toute sa raison d'être dans le tissu économique guadeloupéen. En termes de dynamisation économique, l'impact est réel. Premièrement, c'est clair que quand dans un quartier, le lolo disparaît, eh bien, l'âme du quartier disparaît. Donc ça a une valeur, je dirais, culturelle très profonde. C'est un lien social également. C'est un lien, je dirais, presque... bon, j'ai parlé tout à l'heure du lien politique, hein, ça c'est clair. Mais je dirais que le lolo, c'est quand même une entité qui est spécifique à nos territoires. Et je pense qu'en termes donc de valeurs économiques, valeurs sociales, valeurs sociétales, on retrouve tout ça, des liens. D'accord ? Et c'est vrai que quand le lolo disparaît, eh bien, l'âme du quartier disparaît. On a l'impression qu'il y a un vide. Parce que le lolo, c'est en fait cet espace qui unifiait les générations. On retrouvait les enfants, on retrouvait les adultes, on retrouvait les anciens. C'est un lieu de vie et c'est là où on avait un peu le pouls du quartier. C'est là où on savait un peu les a priori, les préoccupations. Et c'est vrai, tout à l'heure je disais au début de mes propos que beaucoup de politiciens ont compris l'importance donc du Petit Lolo, donc de ce commerce de proximité, puisque le lien social, il est quand même quelque chose de très 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 important, surtout à l'heure actuelle. Et peut-être qu'on peut même trouver une corrélation. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une disparition de ces lolos que peut-être qu'il y a cette montée donc, de la criminalité à la campagne? Je ne sais pas, hein. Je ne suis pas sociologue, mais je pense qu'il peut y avoir un lien à causalité. Parce que c'est le lieu où les gens se rencontraient en dépit donc, des classes sociales. D'accord ? Tout le monde côtoyait le lolo. On faisait l'appoint là. Aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que cette partie de notre culture est en train de disparaître. J'espère que ce n'est que passager. Il faut vraiment qu'il y ait une transmission, hein, notamment pour
les lolos qui existent dans les grands fonds, hein, par exemple dans le fonds Gosier, Sainte-Anne, etc., où vous avez quand même un nombre incalculable donc, de lolos encore en activité. Lolo, c'est ça qui fait moi. Toto, vin vendre. Toto, vin vendre. Moi, arrivé en lolo à mon fanfan. C'est un moi qui voyait moi. Quand tous les jours fait jour, en créant un lolo. Quand tous les jours fait jour, mettre ça si carnet là. On des milivqués, des frambeurs rouges, on 4 livres oignons, des bougies, des allumettes, 10 cigarettes job. Lolo, c'est ça qui fait moi. Dis là plein pache. Comme dit là, les mêmes pourris. Même en foot, pas ni affaire choisi en lolo. Oui, on m'a débarqué à case. Je suis mademoiselle Montoute Nadia, responsable de l'épicerie Montoute. Nous sommes 12 rue Raphaël Luce, au Gosier, juste à côté de l'église. Eh bien, on a été obligés, pas obligés, mais on était... ça nous est tombé dessus parce que notre mère s'est trouvée malade. Donc après, on était obligé de reprendre, comme ça avait déjà commencé, et on est bien placé. Donc on a continué dans la lignée. Eh bien, au début, c'était juste un petit lolo. Elle vendait des légumes, des racines, des trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure, on a agrandi, on vend des aliments. Au fur et à mesure, ça fait 3 fois qu'on a rénové, donc jusqu'à ce que ce soit comme ça. Mais on ne veut pas être en libre service vraiment, on veut rester en contact avec le client. Ben maintenant, notre avenir, c'est les enfants après. Parce que nous avons des enfants, donc s'ils veulent reprendre, ils vont reprendre. Il y a ceux qui font... la boucherie, peut-être qu'ils vont le faire en boucherie. Il y a ceux qui font toutes sortes d'autres activités. Donc on verra avec la progression aussi de la vie. Alors le lolo, franchement, ça existe depuis un moment. Ça fait très longtemps que j'habite au Gosier et que je connais ce lolo. Franchement, ils vendent tout. Il y a tout, niveau alimentaire. Produits. Franchement, quand on ne veut pas aller vraiment loin, c'est tout près. C'est tout près, ça nous facilite la chose en fait. Assez souvent, on a besoin de quelque chose, c'est le lolo qui nous dépanne. Le propriétaire connaît tout son monde et il arrive à dépanner. Ça représente faire ses courses en convivialité, rencontrer du monde et de temps en temps donner la blague avec les vendeuses. En le loi, mon fanfan, c'est l'ante qu'a contré à pas. Il t'est semblé, avec toute bonne et le roi, qui a un coup domino, qui pétait pied pour un pâti, qui pour fontaine pour les autres, on gazette, des caramortis, tout ça. Je suis monsieur Jeanne Eddy, j'habite à Saint-Félix-Rosier, né de monsieur Jeanne-Paul et de madame Jeanne Carmélite. Des dames, elle faisait partie de l'association des jeunes. C'est elle qui a créé l'association des jeunes de Saint-Félix avec M. Christian Thénard. Je suis venu en vacances en Guadeloupe il y a à peu près 40 ans de ça et je suis commerçant depuis ce jour-là. Et quand je suis arrivé, il y avait un petit lolo. Ma maman avait le restaurant à l'intérieur du magasin et le petit lolo devant. Et quand je suis venu en vacances, elle faisait le va-et-vient et moi j'ai repris le petit lolo au fur et à mesure et mon père ne voulait pas que je reste, alors j'ai fait le nécessaire. Je suis allé faire des études de commerce et j'ai repris le petit lolo et maintenant c'est devenu une petite libre-service à proximité. Les meilleurs souvenirs avec mes clients, ce sont surtout les clients de tous les jours. On a contact. Et en plus, il y avait les clients d'il y a longtemps, comme on dit, les petits carnets, qui a été formidable avec les clients qui nous payaient tous les 3 mois quand on faisait du crédit. Maman était déjà là avec papa. Alors j'ai pris la suite de ce crédit
Et au fur et à mesure, j'ai amélioré le crédit et maintenant c'est devenu sur l'informatique. Et de temps en temps, on peut dépanner un client quand il n'a pas de sous. L'impact du Lolo est très important. Cela veut dire qu'aujourd'hui, un dimanche, un client sort de chez lui, il trouve le Lolo à proximité ouvert. Il y a quelque chose dans la nuit, on peut m'appeler et je peux dépanner un client. Bon, un enfant a besoin de quelque chose à oublier, il a besoin du lait, des trucs comme ça. La personne m'appelle, j'ai mon portable, je réponds toujours à tous mes clients, quelle que soit l'heure qu'il est. Oui, il y a ma fille là, mais c'est pas évident hein, parce qu'aujourd'hui là, le commerce est devenu très dur et ça prend beaucoup de temps. Et il y a aussi la vie de famille qui est très précieuse et là, c'est très important. Alors cela veut dire qu'aujourd'hui, le Lolo, mieux vaut accélérer un peu plus sur le Lolo parce que rester Lolo ne veut pas dire rester derrière toute sa vie sous le comptoir. Le comptoir. Mieux vaut essayer d'agrandir un peu et essayer de voir un petit peu plus loin parce qu'il y a les grandes surfaces aussi qui s'améliorent à côté de chez nous dans tous les coins. Alors il faut que nous-mêmes, on s'élargisse un peu pour pouvoir améliorer notre petit commerce. Aujourd'hui, je ne vais pas dire à quelqu'un d'ouvrir un Lolo. Non. C'est pas, si vous avez déjà un Lolo, améliorez-le. Mais ouvrir un Lolo, non, c'est pas gagnable. Avec les grandes surfaces qui sont à côté de nous, et mieux vaut réfléchir, agrandir, vous organiser et pour pouvoir travailler ensemble. Et s'il y a des enfants derrière, pour voir s'ils suivent. Mais c'est pas évident pour que les enfants suivent. C'est très dur, mais il faut faire avec. Nos parents étaient là-dedans. Nous, on suit notre parent. Voilà. Mademoiselle Jeanne Florence du libre-service Jeanne, la fille du propriétaire, monsieur Eddy Jeanne. Étant un commerce de proximité qui date depuis plus de 20 ans, ce n'est pas facile, vous le savez bien. Donc, comparativement à la concurrence qu'il y a des hypermarchés et des supermarchés. Donc, mon objectif premier serait de la pérenniser. D'accord, parce qu'après 20 ans de Lolo, c'est devenu une petite supérette qui tant bien que mal survit aux aléas de la vie, connaissant la crise économique qu'il y a actuellement. Donc, nous faisons en sorte de voir si on peut encore tenir 20 ans, 30 ans, voire jusqu'à ma fille, la fille de ma fille, puisse reprendre le flambeau. Le Lolo, c'est la famille, c'est une convivialité, on partage, on peut parler, on a le temps de parler avec les amis qui sont dans le Lolo même. En disant Lolo, c'est ça qui fait moins. En disant Lolo, c'est ça qui fait moins. 72 000 fois on t'a un Lolo, 72 000 fois faut monter dire bonjour. Moi, il faut te connaître nous toutes et nous toutes doit être bail respect. Je suis de la commune du Gosier, j'habite à Port-Blanc. Voilà, cela fait exactement 26 ans que ma femme et moi on a monté cette entreprise. Et maintenant, on est en train de faire la passation à notre fille Régine et ensuite Ronald. J'ai décidé de prendre le fonds de commerce car mon père il a changé d'activité. Donc, je suis sa fille. Donc, je voulais suivre sa branche. Voilà. On a changé le design, essayer de mettre plus de produits et mettre au service des clients un choix plus vaste. Maintenant, il y a la caisse enregistreuse, donc il y a tout déjà porté dessus, il suffit d'appuyer dessus, le produit, le nom du produit, et c'est tout. Et il y a même les paiements par carte bancaire, donc avant, il n'y avait pas de paiement par carte bancaire. Il y a certains clients, leur carnet crédit, ils payent tous les mois ou toutes les semaines. Mais là, on commence à diminuer un peu parce que il y a des clients qui ne sont pas sérieux. Je pense qu'il va rester comme ça.
malgré avec les grosses infrastructures, mais je pense que ça va tenir. On va évoluer un peu, mais ça va toujours rester au même niveau. Le commerce me permet d'écouler mes produits, qui sont mes volailles que j'abat sous commande. Ou par exemple, des fois, j'ai des légumes que je mets en vente ici directement. Donc ça me permet de faire l'écoulement un peu plus rapide que de passer par divers coopératifs et tout. Donc ça va directement du producteur au consommateur, directement à l'étalage. Donc sur ce point-là, c'est déjà un très bon avantage. Et ça permet d'avoir de meilleurs... personnellement, ça permet d'avoir des revenus plus importants que de passer par diverses étapes à côté. Je vous dis, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 13 ans dans une entreprise à Jarry en qualité de magasinier. Et quand cette entreprise a fait faillite, je ne trouvais pas de boulot. Alors du coup, je me suis dit, donc je dois monter mon entreprise. Et jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise fonctionne. Non, là, ça a été sans problème parce que finalement, ce sont eux-mêmes qui se sont décidés de prendre la relève. Ces enfants-là n'ont pas été poussés par ma femme ou moi, ce sont eux-mêmes qui se sont décidés de prendre la relève. Et puis jusqu'à maintenant, Dieu merci, ça va. C'est-à-dire au niveau de l'innovation, les enfants ont amené une clientèle au niveau de jeunesse. Vous voyez ? Il y a des jeunes, je constate qu'il y a des jeunes au fur et à mesure qui arrivent par rapport aux enfants qui ont le même âge qui fonctionnent avec eux. Le Léo, bah grand-maman manger. Lolo, bah maman manger. Lolo, bah moi manger. Lolo, c'est ça qui fait moi. Mais qu'est-ce qui fait, Timon en moi? Madame Céline Léonide, en fait, je suis chercheur, je suis entomologiste. Et je crois qu'en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup d'entomologistes, mais c'est cette spécialité que j'ai choisie. Je suis gozérienne de souche. J'ai fait toute ma petite enfance à Gosier. Non, moi je peux dire ceci, je peux dire que d'une manière générale, tous les lolos, les gens qui avaient des petites boutiques, des lolos à Gosier, cela permettait justement aux gens d'élever leurs enfants correctement et surtout de rêver à ce que leurs enfants pouvaient avoir une situation autre que leur situation. Je m'explique parce qu'il ne faut pas oublier que Gosier c'était une petite bourgade et il y avait quoi? Il y avait beaucoup de pêcheurs, très peu de fonctionnaires où il y avait des petits fonctionnaires. Les gens n'étaient pas très riches quoi, c'était la débrouillardise. Donc tout le monde rêvait, enfin à ce moment-là, tout le monde rêvait que les enfants devaient être fonctionnaires, soit institutrices, instituteurs ou des choses comme ça. Et pour ça, il fallait avoir des sous pour pouvoir payer le transport des enfants ou la pension des enfants pour manger après tapis. Donc, on peut dire que le Lolo a servi à beaucoup de familles à élever, à donner une situation à leurs enfants, puisque comme ils pouvaient justement subvenir aux besoins des enfants, les enfants avaient la possibilité de mieux travailler. Ils n'avaient pas à dire que qu'il n'y avait pas à manger, ils pouvaient prendre des leçons. En tout cas, ils avaient tout le confort nécessaire pour pouvoir bien apprendre. Voilà. Donc moi, je prends mon exemple. Mon père était orfèvre bijoutier, ma mère avait son commerce. Donc j'ai fait jusqu'à la 7e, j'étais à Gosier. J'ai passé... je suis allée après au lycée Michelet, puisqu'il n'y avait pas de collège en ce moment. Là, c'était les lycées, il y avait le lycée Michelet. Ensuite, le lycée Michelet pour les filles et le lycée Carnot pour les garçons, puisque que ce soit moi ou mes frères, c'était comme ça. Ensuite, il y a eu Bembridge, on est parti à Bembridge. Et puis après, on est parti faire des études. Et ben, c'est toujours le commerce de mes parents. C'est ce commerce-là qui a permis que je fasse des études. Que je peux dire, c'est grâce à ça que je suis devenue ce que je suis. Ça ne veut pas dire que j'avais pas la possibilité de passer des examens. Non, mais c'est-à-dire que au moins les parents, leur problème, c'est que vous avez à manger, vous avez des cahiers.
vous pouvez acheter des cahiers d'exercice, vous pouvez prendre des cours si vous voulez. Donc, vous travaillez. Donc, je peux dire que le Lolo, en tout cas, le commerce de mon père qui était orfèvre bijoutier, puisqu'il était artisan, mais si je suis devenue quelqu'un aujourd'hui, c'est grâce à ça et je remercie mes parents. Lolo, on dit c'est ça qui fait moi. On dit c'est Lolo qui fait moi. Lolo, bah mon manger. Lolo, bah mon respect. Lolo, bah nous force. Moi, faut faire une partie. Et Lolo disparaît. Moi, faut faire une partie et Lolo disparaît. Lolo, bah grand-maman manger. Lolo, bah maman manger. Un moment, j'étais jeune Simone. À 13 ans, je suis sortie à l'école et ma mère m'a envoyé faire un apprenti chez Madame Corneille à Grand-Bois. J'ai appris à faire la couture, pas beaucoup, hein. Et après, je suis retournée chez ma mère. Elle avait une petite machine à un fil. Je commence à faire des petites robes, des petits machins. Et surtout encore, il n'y avait pas coton. C'est rien que sac à farine. Laver, propter et faire robe. Et après, je commence à venir plus fort en plus fort. Et je suis mariée. Et après, je suis née. Et Joseph voulait faire la couture. Alors j'ai dit à Jocelyn, si tu voulais faire la couture, il fallait venir près de moi avec une petite machine en fil. Nous démonter pantalon, nous repasser pantalon et nous commencer à coudre. Jocelyn Lolia, dénomination Magjo Création. Pourquoi Magjo? En créole, on dit Mac. On ne dit pas la marque, on dit Mac. Jocelyn, qui fait Jo, et la création. On crée. Ça a donné Magjo Création. C'est quelque chose que j'ai cherché pendant un bon moment, qui m'a donné ce nom-là, Magjo Création. Ça va faire bientôt 31 ans que je fais cette profession. Bien, j'ai un parcours assez long en couture. Ça veut dire qu'en couture, j'ai fait le salon de l'habillement d'abord à Pointe-à-Pitre, qui a duré au hall du bicentenaire, qui est resté pendant 8 jours, pendant 3 années consécutives, avec toutes les collègues Mondelo, Jasmin, Virasamy, Alguin, toute la clique. Là, la mode tournait bien. On avait une bonne entente où on sentait qu'il y avait vraiment... Et puis, les gens s'habillaient. Les gens s'habillaient beaucoup en Guadeloupe. Le Guadeloupéen, quand on le voyait, on savait que c'était un Guadeloupéen parce qu'il y avait le feeling, il y avait tout là-dedans. Parce que mon départ, c'était autodidacte par ma maman. Et ma maman me dit, si tu as envie d'apprendre à coudre, tu dois prendre un vieux pantalon qui est sur le lit, tu démontes le pantalon et tu vas faire ça te servir de patronage. Et entre-temps, il y avait un monsieur qui faisait du pain près de nous, chez Gann, qui était boulanger. Il faut prendre des sacs de farine pour nettoyer ça et pour apprendre à coudre. C'est comme ça que j'ai débuté. Mais ça, c'était pas facile. Quand on veut être un bon couturier, il faut avoir de la pratique et la théorie. Je me suis dit, je ne suis pas encore un couturier, il faut que je trouve comment devenir un couturier. Et si je vais former des jeunes demain, il faut que j'ai pratique et théorie. J'ai cherché une école en métropole et j'ai trouvé l'Académie internationale. Et j'ai commencé des formations. Et j'ai passé tous mes diplômes en métropole, où je suis passé chez Nina Ricci, Balmain, je suis passé chez Jean-Paul Gaultier, je suis passé à l'école de la chambre syndicale, j'ai fait format mode, donc voilà un petit peu mon parcours. J'aime aider les jeunes. Maintenant, la relève, elle est là. Je demande aux jeunes de venir, l'atelier est là pour eux. Moi, je commence pas à partir, je suis là toujours. Mais je voudrais bien trouver quelques jeunes qui veulent s'insérer autour de moi pour qu'on puisse redonner à Magjo l'élan que je souhaite. Je me prénomme Céleste Christelle, âgée de 18 ans. Je suis titulaire d'un baccalauréat métier de la mode, option vêtements. Je suis en classe de
mention complémentaire, retouche-vente. C'est un plus après le bac. De base, je n'ai pas choisi la couture comme premier vue. C'était mon second choix, mais comme j'ai été acceptée dans cette filière-là, donc j'ai continué et au fur et à mesure, j'ai vu que ça me plaisait, donc j'ai poursuivi là-dedans. Pour mon avenir, je la vois avec ma propre entreprise, avec une clientèle assez forte, mais jeune. Ça n'existe pas vraiment les créateurs qui font des vêtements spécialement pour les jeunes.